Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition d'Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, qui s'est exprimée la semaine dernière devant les sénateurs de la Commission de l'aménagement du territoire. L'objet de cette audition, la création de l'Office français de la biodiversité qui résulte de la fusion de deux établissements publics, d'une part l'Office national de la chasse et d'autre part l'Agence française de la biodiversité. Le problème qui a été pointé du doigt la semaine dernière par les sénateurs, c'est le financement de ce futur établissement public avec un trou de 40 millions d'euros. Décidément, les projets de loi se suivent et se ressemblent, a d'ailleurs jugé le président de la commission de l'aménagement du territoire, le sénateur UC, Hervé Moret, qui avait eu le même problème à déplorer sur le projet de loi d'orientation des mobilités. Les sénateurs craignent que pour résoudre cette situation, l'État fasse appel aux finances des agences de l'eau, ces agences qui sont en charge de l'assainissement des milieux aquatiques, un véritable problème pour les sénateurs qui a été pointé du doigt la semaine dernière. Emmanuelle Wargon a nié qu'elle aurait recours aux agences de l'eau pour financer la partie fonctionnement, le budget de fonctionnement de ce futur office. En revanche, elle n'a pas fermé la porte pour les projets de prévention en matière de biodiversité. Retour donc à cette audition la semaine dernière au Sénat. Merci beaucoup de m'accueillir pour cette audition pour pouvoir vous présenter le projet de loi sur l'Office français de la biodiversité qui a été examiné récemment à l'Assemblée nationale et qui, comme le Président le rappelait, porte trois grands volets. La création d'un nouvel établissement public, l'Office français de la biodiversité, le renforcement de la police de l'environnement et des mesures concourant à un exercice de la chasse plus durable. Alors, Monsieur le Président, vous avez dressé un tableau rapide de la biodiversité en France, donc je vais simplement prolonger votre propos. Nous avons la chance d'être un pays très riche de biodiversité, avec 10% des espèces connues au niveau mondial, grâce essentiellement à nos outre-mer et à notre espace maritime. Mais cette biodiversité est en danger en France comme ailleurs. Elle recule chez nous et nous évaluons à près de 30% les espèces qui sont menacées ou quasi menacées sur notre territoire du fait des activités humaines. Pollution, artificialisation des sols, fragmentation des habitats, surexploitation des espèces ou espèces exotiques envahissantes. Alors même que la biodiversité rend des services qui sont de plus en plus connus, les milieux humides qui fournissent l'eau potable, les insectes et leur rôle dans la pollinisation, les dunes et les mangroves contre les tempêtes, etc. Nous avons donc une action déterminée dans le domaine de la biodiversité, à la fois en France dans les territoires, avec le plan de biodiversité qui est sorti il y a environ un an, la mise en place progressive des ARB, les agences régionales de la biodiversité en partenariat entre l'État et les régions, et le soutien aux territoires engagés pour la nature. Nous avons également une action forte à l'international. On peut citer par exemple la présidence par la France du G7 environnement qui aura un volet biodiversité, le congrès de l'IPBES que vous avez cité, Monsieur le Président, ou l'accueil à Marseille en 2020 du congrès mondial de l'UICN. Grand moment des sujets internationaux en matière de biodiversité. Pour en revenir au projet de loi, je le disais en introduction, trois grands volets, la création du nouvel opérateur, la mise en œuvre de la réforme de la chasse et le développement d'une police de l'environnement et de la ruralité. Alors, en ce qui concerne la création du nouvel opérateur, vous l'avez rappelé, depuis la loi de 2016 qui crée l'AFB, nous avons progressé et nous sommes maintenant en mesure de réunir deux opérateurs qui travaillent ensemble sur des sujets de biodiversité qui sont extrêmement complémentaires, qui sont l'AFB d'un côté et l'ONCFS de l'autre. Donc le texte a été proposé par le gouvernement, assez fortement enrichi à l'Assemblée nationale, notamment sur la précision des missions. Nous avions une rédaction assez succincte dans le projet de loi initial du gouvernement qui a été assez largement précisé à l'Assemblée nationale. Et puis le nom a été voté lors d'un amendement du gouvernement également à l'Assemblée nationale. Donc je voudrais dire un mot du nom de l'établissement parce que je sais que ça fait partie des questions qui sont à l'examen de votre commission. Nous avons choisi l'Office français de la biodiversité pour plusieurs raisons. La première est que ça nous a paru être un nom extrêmement inclusif, la biodiversité incluant toutes les dimensions, y compris la chasse. La deuxième était que c'était un effort de synthèse, entre le nom des deux établissements précédents, l'Office faisant clairement référence à l'ONCFS, qui est d'ailleurs appelé l'Office pour simplifier par à peu près tous ses pratiquants, biodiversité pour faire référence à l'ancienne AFB, et puis enfin, il se trouve que nous avons consulté les agents sur 6 noms.
les agents des deux établissements, ONCFS et AFB, sachant qu'ils sont majoritairement des agents de l'ONCFS, qui a plus de monde à l'ONCFS qu'à l'AFB, et que c'est le nom qui est arrivé en tête de la consultation des agents. Nous avons également précisé la tutelle. Et nous, même si ça n'est pas législatif, j'ai eu l'occasion de dire à l'Assemblée nationale que cet établissement était sous co-tutelle ministère de la Transition écologique et solidaire et ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et nous avons eu de longues discussions sur le conseil d'administration et la gouvernance. Ça n'est pas purement législatif, même si les collèges, merci beaucoup, sont définis par la loi. La taille du Conseil, et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, y compris en séance à l'Assemblée, sera entre 30 et 40 membres. C'est l'ordre de grandeur, nous ne souhaitons pas dépasser 40. Le gouvernement avait une vision plus ramassée du Conseil au tout début des travaux, mais il m'a paru indispensable d'ouvrir un peu parce qu'on ne tiendra pas à 20 membres, ça me paraît assez évident. Donc on sera entre 30 et 40 pour avoir un fonctionnement efficace. 5 collèges. Nous avons accepté à l'Assemblée de préciser la représentation des ultramarins. Donc nous avons dit que les 5 écosystèmes ultramarins seraient représentés à l'intérieur de ce conseil d'administration. Nous avons évolué sur le collège 1, qui est le collège État, dans lequel nous avons accepté d'inclure les personnalités qualifiées, mais en gardant une volonté du gouvernement que ce collège ait la majorité des voix, comme c'est quand même un établissement public administratif. Et nous avons également accepté un collège de parlementaires à l'Assemblée nationale, évidemment, députés et sénateurs. En ce qui concerne les moyens de l'établissement, pour répondre à vos interrogations, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, c'est évidemment un sujet extrêmement important. Donc la question ne se pose pas vraiment pour l'exercice 2019, qui est un exercice de transition, puisque, certes, la baisse du permis de chasse a été votée au PLF 2019, mais l'impact budgétaire est compensé sur l'ONCFS par prélèvement sur fonds de roulement. Le fonds de roulement de l'établissement pouvait supporter ce prélèvement et donc il n'y a pas de problème de court terme en 2019. En revanche, il y a effectivement une question absolument légitime sur les exercices 2020 et suivants. Je voudrais essayer de préciser les choses. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, à juste titre, en fait, il y a 3 sources de besoins de financement complémentaires. La première, c'est la baisse du permis de chasse à 200 € du permis national qui nécessite un besoin de financement complémentaire de l'ordre de 20 millions, un tout petit peu plus, 21 millions. Le deuxième, c'est le transfert de missions de l'État aux fédérations départementales avec une compensation estimée à 9 millions en année pleine, ce qui fait en gros 30 millions pour ces deux aspects. Et le troisième est l'engagement pris d'abonder les projets en faveur de la biodiversité portés par les fédérations à hauteur de 5 € par permis, abondés à hauteur de 10 € par un financement public, ce qui crée un besoin de financement complémentaire de 10 millions et donc 21 plus 9 plus 10 égale 40. On est bien dans l'ordre de grandeur que vous citiez, monsieur le rapporteur. Sur la première partie, qui était vraiment un problème de financement du fonctionnement de l'établissement, je voudrais vous assurer du fait que mon ministère, avec François de Rugy, nous nous battrons pour avoir une vraie budgétisation de ces montants. Donc bien évidemment, on sera dans un PLF contraint, donc la discussion budgétaire ne sera pas facile, mais c'est clairement la position de mon ministère. Il s'agit du fonctionnement d'un établissement, et donc ce fonctionnement doit être assuré par des moyens budgétaires. Nous avons saisi le ministre des Comptes publics en ce sens, pour demander dès à présent une rebudgétisation de ces 30 millions qui sont du pur fonctionnement de l'établissement. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin à ce stade puisque tout ceci est un sujet de construction du PLF 2020 et donc les arbitrages autour du PLF 2020 ne sont évidemment pas du tout rendus. En ce qui concerne le financement de projet, là on peut voir les choses un peu différemment puisqu'il s'agit de flécher des financements de projets existants ou pas existants d'ailleurs sur des projets portés par les fédérations départementales et reconnaître à cette occasion, continuer à reconnaître à cette occasion que ces fédérations départementales ont un rôle important dans la protection et le développement de la biodiversité. Donc là, on peut imaginer une orientation de financement issue des agences de l'eau, même si le mécanisme n'est pas encore précisément monté et qu'il y a des options différentes en matière de circuits de financement qui ne sont pas tranchées. Mais en tout cas, je séparerai bien parce que ce sont deux dépenses de nature assez différentes. Les 30 premiers millions sont une dépense qui vise à couvrir un besoin de financement du fonctionnement d'un opérateur. L'éco-contribution des 10 € par permis de chasse vise à financer des projets et c'est bien le mandat des agences de l'eau que de financer des projets au service de la protection de la ressource en eau et de la biodiversité.
Sur la mise en œuvre de l'établissement lui-même, la création de l'établissement, les travaux sont assez largement engagés. Nous avons nommé un préfigurateur, Pierre Dubreuil, qui travaille en étroite collaboration avec les 2 directeurs généraux des 2 établissements. Nous avons mis en place un comité de pilotage de la préfiguration que je préside. J'ai tenu la 2e séance il y a quelques jours à peine. Le dialogue social avec les organisations syndicales est également bien engagé. Nous travaillons sur la requalification des inspecteurs de l'environnement de la catégorie C en B. Nous pensions que c'était législatif, il est possible qu'en fait ça ne le soit pas, donc nous sommes en train de finir de travailler ce sujet. Et nous avons toujours l'ambition de créer ce nouvel opérateur au 1er janvier 2020 et nous sommes bien dans le calendrier de la préfiguration. Le 2e volet de cette réforme concerne de ce texte concerne la réforme de la chasse. Je voudrais peut-être m'arrêter 2 minutes sur le sujet sécurité parce que, comme vous le savez, le gouvernement présente 2 amendements en matière de sécurité. D'abord pour dire que nous avons, et c'est heureux, un bilan provisoire de la saison 2018-2019 très positif, puisque nous sommes à un niveau historiquement bas d'accidents mortels, et c'est extrêmement heureux. Nous constatons également une hausse des accidents avec blessés, 130 contre 113 les années précédentes, et des incidents avec des dégâts matériels. Le projet de loi tel qu'il vous est présenté, issu de l'Assemblée nationale, prévoit déjà qu'un accompagnateur de jeunes chasseurs doive suivre une formation spécifique, mais nous souhaitons aller plus loin sur 2 sujets, ce qui a bien sûr fait l'objet d'échanges nourris et constructifs avec la Fédération nationale de la chasse. Ces 2 sujets sont d'un côté des obligations minimales de sécurité. Donc le gouvernement présentera un projet d'amendement qui vise à homogénéiser les conditions de sécurité de l'exercice de la chasse sur des sujets extrêmement précis, et donc l'amendement sera précis, tels que les bonnes pratiques en matière de port obligatoire de gilets fluorescents, la formation, le signalement, l'encadrement des chasseurs et des battus. Et puis le 2e amendement, mais j'imagine que nous y reviendrons, concerne un dispositif de rétention-suspension du permis en cas d'accident ou d'incident matériel. Je vous avoue que l'exemple qui me frappe est celui d'un chasseur, qui est un exemple concret qui date d'il y a 2-3 mois dans le Gers, qui a tiré sur une voiture, a explosé le pare-brise arrière de la voiture. La balle s'est logée dans le coffre. Il y avait 3 enfants dans cette voiture. Par miracle, il n'y a pas de blessés. Néanmoins, il me semble que dans un cas comme celui-là, on devrait pouvoir faire une rétention administrative du permis de chasse sans attendre l'enquête, le jugement, etc., qui forcément mènera probablement à un retrait de permis, mais ça peut prendre des mois. Et pendant cette période-là, on n'a pas forcément envie que ce chasseur retourne à la chasse les week-ends suivants. Donc ce sont les 2 amendements que le gouvernement proposera sur la sécurité. Sinon, ce projet de loi comprend aussi le transfert aux fédérations départementales de la gestion communale de la gestion des AK et des plans de chasse. Et nous serons probablement amenés à préciser dans cette partie-là le transfert des données. Ces missions, mais je l'ai déjà dit, seront bien sûr compensées financièrement. Sur les dégâts de gibier, vous avez raison, c'est un sujet extrêmement important. Et d'ailleurs, nous venons de recevoir le rapport du sénateur Cardou et du député Perea sur le sujet, qui, je pense, donnera lieu à quelques amendements. Il est exact que le projet de loi, dans sa version initiale, a supprimé le timbre grand gibier. C'était une demande de la Fédération nationale dans le cadre de la réforme globale et du passage du permis national à 200 €. La Fédération l'a dit, et je crois que le président l'a dit lors de son congrès il y a quelques jours, elle continuera à soutenir les fédérations départementales qui en auront besoin. Et puis la question de la taxe à l'hectare est posée par le rapport d'Alain Perea et de Jean-Noël Cardou, et donc sera examinée dans ce cadre. Sur la gestion adaptative, parce que c'est effectivement important de bien préciser ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Nous avons déjà adopté une définition à l'Assemblée nationale et je pense qu'on peut tout à fait aller plus loin pour préciser l'ambition de la gestion adaptative au Sénat. Mais en tout cas, l'idée est bien de dire qu'on passe d'un système binaire dans lequel soit une espèce est chassable et elle est chassable à des volumes allant potentiellement jusqu'à l'infini, où elle n'est pas chassable. Nous avons un certain nombre d'espèces qui sont chassables mais dans un mauvais état de conservation. Donc la gestion adaptative sert à trouver les mécanismes par lesquels la chasse peut continuer mais dans des conditions qui assurent la préservation des espèces. C'est l'objectif du comité scientifique de la gestion adaptative que l'État vient de mettre en place et qui a été saisi de 3 premières espèces en mauvais état de conservation. La tourterelle des bois, elle est déjà en train de se pencher sur le sujet, puis le courlis cendré et enfin la barge à queue noire.
Et nous traiterons probablement après d'autres espèces telles que le grand tétras. L'idée est d'arriver à trouver le point de compromis qui permet de maintenir la contribution, enfin la bonne conservation des espèces dans ce cadre. Sur la contribution biodiversité, j'en ai dit un mot, je n'y reviens pas. Et puis peut-être un mot, je crois que je dois être un petit peu trop longue, je vous prie de m'en excuser. Sur la police de l'environnement, deux aspects, développement de la police judiciaire, développement de la police administrative. Notre objectif principal est de permettre aux agents spécialisés de mener leurs enquêtes ordinaires en totalité, de la constatation de l'infraction jusqu'à l'orientation des poursuites, une fois l'enquête achevée. Mais je vais passer, on y reviendra, si vous avez des questions sur ce point. Et au titre de la police administrative, également des mesures qui cherchent à renforcer l'efficacité des mesures déjà mobilisables et à garantir l'exécution des décisions de suspension prises à titre conservatoire. Donc voilà les points peut-être sur lesquels je souhaitais insister dans mon propos et bien sûr à votre disposition pour toutes les questions. Merci beaucoup Madame la Ministre. Les projets de loi se succèdent dans notre Assemblée et on a l'impression qu'il y a toujours un point commun, c'est que le volet financier n'est pas bien bouclé. Non, ça c'est faux, ça fait sourire Didier Mandelli parce qu'on sort du projet de loi d'orientation des mobilités que l'on votera cet après-midi et même chose, là il manque 500 millions par an. Bon, dans votre projet de loi, il ne manque que 40 millions par an, donc c'est sans doute moins pire, comme on dit dans ma campagne, mais on a quand même toujours ce problème de textes qui viennent et qui ne sont pas bouclés financièrement. De même, quand vous parliez du plan biodiversité, Guillaume Chevrollier, qui nous a rejoints, avait souligné dans son avis budgétaire que le plan biodiversité, c'était seulement 10 millions par an, ce qui est quand même pas énorme par rapport à un plan qui se dit ambitieux, surtout quand on voit en face que le congrès de Marseille, auquel vous faisiez référence, va coûter 9 millions. Donc voilà, il y a vraiment toujours un problème budgétaire et financier dans les politiques mises en place par le gouvernement. Madame Chalarché, je vous donne la parole. Madame Chalarché, donc, est rapporteure pour avis du projet de loi au titre de la Commission des affaires économiques. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Effectivement, vous avez soulevé des problèmes financiers qui sont récurrents et qui surtout, je pense, vont être très préjudiciables aux communes dans l'établissement de leur schéma d'assainissement. Et je pense que l'Agence de l'eau serait plus à même de venir en soutien au financement des communes qu'en soutien à ce projet. Je voudrais revenir donc sur un certain nombre de points financiers, humains et également sur la crédibilité du dispositif. Mon collègue Jean-Claude Luche a évoqué donc ce problème essentiellement financier et budgétaire. Nous nous sommes également interrogés sur l'impact de la réforme des dégâts de gibier sur les finances des fédérations départementales des chasseurs. Les mesures en matière de dégâts de gibier et notamment la contribution à l'hectare, il n'y aura plus de péréquation. Que craignez-vous? Ne craignez-vous pas que certaines fédérations de chasseurs se retrouvent en faillite? Donc c'est un point qui semble extrêmement important. Sur la gestion adaptative des espèces, nous avons entendu que vous étiez disposé à aller plus loin dans la réflexion. Je voudrais rajouter un point à ce que mon collègue Jean-Claude Luche a évoqué. Pouvez-vous nous dire quels seront les critères pour chasser davantage une espèce en bon état de conservation? Ne pourra-t-on le faire que si ces espèces causent des dégâts aux cultures? Sur les missions des chasseurs, les chasseurs ont accepté le transfert de la gestion des ACCA aux fédérations départementales, sous réserve, et ça nous a été dit au cours des auditions, que les dossiers soient à jour et que la transmission de cette gestion puisse être tout simplement facile aux fédérations départementales. Ces mises à jour seront-elles faites d'ici l'entrée en vigueur de la loi ? Enfin, sur les missions de police, c'est une bonne mesure, bien entendu, mais à la condition qu'elle soit bien utilisée, à bon escient. Alors, nous y sommes favorables. Néanmoins, certains de mes collègues se sont fait l'écho du comportement de certains agents sur le terrain qui se conduiraient comme de petits shérifs. Quelle réponse comptez-vous apporter à nos collègues? Je vous remercie. Bien, merci. Est-ce que on va peut-être répondre, on va essayer de faire, pour que ce soit plus interactif, 2 minutes de questions, 2 minutes de réponses. Donc pour les questions de la rapporteure pour avis.
Merci beaucoup. Peut-être juste un mot sur le financement de la biodiversité. On ne peut pas complètement dire que le plan diversité, c'est 10 millions d'euros. Le programme budgétaire, c'est 150. Il y a 150 millions d'euros dans le budget des agences de l'eau simplement pour les paiements pour services environnementaux qui y concourent, 200 millions d'aides au bio. Et le congrès de l'UICN, qui est un événement exceptionnel, sera cofinancé par les collectivités locales. Le département s'est déjà engagé à apporter 1,5 million d'euros. La ville de Marseille s'est engagée à financer en nature et on attend l'engagement de la région. Donc on a un peu plus, heureusement, que 10 millions d'euros sur le plan biodiversité. Pour répondre à vos questions, Madame la rapporteure pour avis, la question des dégâts de gibier, encore une fois, le rapport nous a été remis extrêmement récemment, mais moi, il me semble que la Fédération nationale n'abandonnera pas les fédérations départementales. Je vous le disais, elle l'a dit, elle était prête à être en soutien aux fédérations départementales. Et donc, je pense que ce sujet n'est pas encore complètement stabilisé, mais que néanmoins, on ne devrait pas arriver à des fédérations en faillite. Pour les espèces en bon état de conservation, je pense que ce sera intéressant que le comité scientifique de la gestion adaptative se penche aussi sur ces espèces, voir si certaines espèces qui faisaient l'objet de quotas de prélèvement, on peut imaginer de supprimer les quotas de prélèvement. Donc l'idée est bien de travailler de façon symétrique dans les espèces en mauvais état de conservation d'un côté, sur lesquelles il faut prendre des mesures restrictives, et les espèces en bon état de conservation, pour lesquelles on pourrait imaginer de faire différemment, et on a aussi la question des espèces nuisibles. Sur les ACCA, je vous avoue, je ne suis pas technicienne sur ce point, mais il me semble que oui, on va attendre d'avoir toutes les données pour faire ça dans de bonnes conditions. Et pour les missions de police, c'est vraiment un sujet de management, c'est-à-dire il est important de donner des compétences complémentaires pour unifier au maximum les compétences et avoir une action plus efficace. Après, c'est le pilotage de la direction générale, mais aussi des directions opérationnelles, qui permettra de faire en sorte qu'on n'ait pas de comportement qui pose problème sur le terrain. Et c'est aussi pour ça qu'on attache beaucoup d'importance à cette mission de préfiguration, à la création d'une nouvelle organisation, à un poids important donné aux directions régionales de l'Office, pilotées de façon rapprochée par l'échelon national, pour qu'on soit sûr qu'on ait une application homogène et un comportement homogène des agents sur le territoire. Mais je crois qu'il faut plus rendre hommage aux agents, même si parfois il peut y avoir quelques cas particuliers qu'il faut qu'on traite. Merci, Monsieur Pointreau. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour votre présentation du texte de loi. Moi, je partage évidemment ce que disait tout à l'heure notre collègue Alain Larcher sur la problématique des agences de l'eau et de l'acceptabilité du système de financement. Et moi, je m'étais opposé à ce que l'agence de l'eau finance les AFB, parce que l'eau doit payer l'eau, et rien d'autre. Maintenant, bon, il faut faire avec. Le deuxième point, c'est savoir que les chasseurs, le monde de la chasse est inquiet sur sa représentation au niveau du conseil d'administration de l'AFB. Quelle place vous souhaitez mettre pour le monde de la chasse, et je pense qu'il serait bon de sanctuariser peut-être un nombre de sièges significatifs au niveau du conseil d'administration. La troisième question que je voulais vous poser, c'est sur les problèmes de dégâts de gibier. On est en train de faire une nouvelle taxe sur le foncier avec cette taxe, puisque aujourd'hui, jusqu'à présent, il y avait quand même un système qui marchait pas si mal que ça, avec le timbre national grand gibier. Les chasseurs payaient un peu de leur côté. On était d'accord pour payer, d'ailleurs, pour contribuer aux dégâts de gibier. Ça permettait de faire une péréquation. On a diminué le coût du permis, très bien, 200 €. Mais maintenant, il faut trouver des financements qui permettent de financer cette nouvelle taxe, parce qu'il va y avoir un problème. On va faire payer que les territoires de chasse. Mais ça veut dire que tous les territoires qui ne sont pas chassés ne vont pas payer. Et c'est peut-être parfois pour ces territoires-là qui font, il y a beaucoup de sangliers qui font du dégât dans les territoires. Donc ça, c'était ma deuxième question. Comment on peut contribuer à cela ? À trouver des recettes de ressources sans taxer encore une fois le foncier. La quatrième question, c'est sur l'agrainage intensif. Je ne parle pas souvent, Monsieur le Président. Non, si vous me permettez, je vais finir mes propos.
L'interdiction de l'agrainage intensif. Est-ce qu'on ne pourrait pas, parce qu'on a l'impression qu'on va faire quelque chose au niveau national, je pense qu'il faudrait laisser, encore une fois, peut-être décentraliser les décisions et faire en sorte que les fédérations, que ce soit les fédérations qui décident ou non de l'agrainage dans les périodes à considérer, etc. Je pense que il faut que ça soit décentralisé, cette décision. Et puis, deux autres points. Je pense qu'on ne parle pas du délit d'entrave de la chasse. Ça serait bien de pouvoir en parler dans ce texte. Et ni de l'engrillagement intempestif dans certaines zones. Et moi, je pense au territoire de Sologne, où là, il y a vraiment beaucoup d'excès d'engrillagement sur les territoires. Et je pense qu'il faut peut-être faire quelque chose. Mais là aussi, décentraliser. Merci, M. Pointreau. Madame la ministre. Beaucoup de questions en 2 minutes. Sur le financement, c'est ce que je vous ai dit. Toute la partie fonctionnement, on souhaite vraiment que ce soit budgétaire et que donc on ne sollicite pas les agences de l'eau. Donc les arbitrages ne sont pas rendus, donc je peux pas aller plus loin à ce stade. Mais en tout cas, c'est la volonté du gouvernement. Et d'ailleurs, le président de la République l'a dit à Gréoux-les-Bains. Il l'a dit dans un débat public, du grand débat au sujet de la transition écologique. Et donc, on s'inscrit dans cette logique. Sur le conseil d'administration, on a vraiment besoin d'avoir un tout petit peu de marge de manœuvre pour composer ce conseil. Et donc, la volonté du gouvernement, ça n'est pas de tout fixer dans la loi parce qu'on ne va pas y arriver, y compris pas de pourcentage sur telle ou telle catégorie parce que ça va être une équation impossible. Néanmoins, bien sûr que les chasseurs doivent être correctement représentés dans cet établissement, les chasseurs, mais aussi les pêcheurs, mais aussi les agriculteurs, mais aussi le monde forestier, mais aussi les associations environnementales, etc. Donc sur un conseil d'administration que nous allons constituer entre 30 et 40 membres, nous envisageons 3 à 4 représentants de la Fédération nationale des chasseurs. C'est l'ordre de grandeur. Je le redirai en séance pour que voilà, cette parole soit au compte-rendu des débats. Mais c'est bien comme ça qu'on envisage la représentation. Après, si on commence à dire que telle catégorie, avec soit un pourcentage, soit un chiffre, on va être obligé de le faire pour toutes les catégories et ce sera compliqué. C'est vraiment pas législatif. Sur les dégâts de gibier. D'abord, la réforme telle qu'elle a été faite fait partie de la réforme globale telle qu'elle a été souhaitée par la Fédération nationale de la chasse et négociée avec le gouvernement et le président de la République. On imagine plutôt une contribution proportionnelle à la surface du territoire et modulable par les dégâts, donc pas forcément uniquement pour les territoires chassés. Et ça viendra en complément de ce que fera la Fédération nationale en solidarité avec les fédérations départementales. Sur l'agrainage, je crois qu'on a un amendement du sénateur Cardou dont l'idée est de pouvoir limiter fortement tout en laissant des exceptions locales et je pense qu'on y sera favorable. Sur le délit d'entrave, il existe une PPL qui porte sur tous les délits d'entrave, tous sujets confondus, et on a plutôt envie de le traiter de façon transversale que de le traiter juste au délit d'entrave à la chasse dans le texte chasse, sachant qu'il existe déjà une contravention qui est à 3 750 € de mémoire. Et sur l'engrillagement, je vous rejoins. Moi, je suis assez ouverte à ce qu'on traite le sujet avec un signal national et une marge de manœuvre locale, parce qu'effectivement, pour avoir rencontré les parties prenantes du sujet en Sologne, enfin, j'imagine pas que en Sologne, mais il se trouve que le problème se pose là-bas, c'est vrai qu'on pourrait imaginer peut-être de dire que les plans de chasse s'appliquent, y compris dans les zones engrillagées où la gestion prévisionnelle s'applique, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je pense qu'on pourrait imaginer de faire quelque chose sur le sujet engrillagement en laissant les marges de manœuvre locales qui vont bien. Merci Madame la Ministre. Monsieur Pelva pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, en matière de transfert de certaines compétences de l'État vers les fédérations de chasse, notamment la gestion des plans de chasse et la délégation de services publics correspondants, sont une avancée majeure. Cependant, on pourrait avoir une inquiétude concernant les attaques des arrêtés de plans de chasse dont les fédérations de chasse pourraient faire l'objet. Certaines associations attaquent déjà les arrêtés départementaux. Est-ce qu'on pourrait avoir une sécurisation à ce niveau-là ? Au niveau de la police de l'environnement, les retours que nous avons seraient de bénéficier d'une police dédiée aux atteintes à l'environnement et pas seulement à la recherche des infractions chasseurs.
On pourrait ainsi avoir des pouvoirs étendus, type officier de police judiciaire. Et également, ce qui est remonté, c'est que les sanctions sont quasiment inexistantes quand il y a des actes de braconnage. La question serait alors celle du pilotage, qui devrait être, en termes de sensibilité écologique, équilibré. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Sur le transfert des plans de chasse et les attaques au contentieux potentiel des arrêtés, je ne suis pas trop sûre de la réponse que je peux vous apporter, parce que c'est la liberté des associations que de déférer les arrêtés devant les tribunaux. C'est pas parce que les plans de chasse sont transférés aux fédérations départementales qu'elles ne vont pas travailler en bonne intelligence avec les préfectures. Et donc je pense que c'est dans ce travail en commun qu'il faudra s'attacher à sécuriser le contenu du plan de chasse et donc le contenu de l'arrêté qui valide le plan de chasse. Et donc on y sera vigilant comme on est vigilant aujourd'hui. Sur la police de l'environnement, l'idée est bien d'aller à une police de l'environnement globale, en essayant de lui donner plus de pouvoir, je l'ai dit rapidement, à la fois en matière de police judiciaire et de police administrative, qui devient un concours à la police de la ruralité, pas la seule police de la ruralité, puisque bien sûr la gendarmerie reste présente, et donc qui traite bien les sujets nature, ruralité, environnement dans leur globalité, et pas seulement les infractions à la chasse, donc c'est bien l'objectif. Merci, Monsieur de Nicolai. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je rejoins ce qu'a dit notre collègue Rémy Pointreau sur d'abord le regret que la Fédération nationale des chasseurs ait demandé la suppression du timbre chasse grand gibier, parce que ça permettait un contrôle par les fédérations de ceux qui tiraient à balles, notamment, et pouvaient engendrer plus de difficultés, notamment en matière de sécurité, ce qui va être extrêmement compliqué à contrôler aujourd'hui, puisqu'on n'aura pas de référence, il n'y aura qu'un seul permis et personne ne saura qui tire à balle et qui tire à plomb. Quelquefois, c'est même les deux, mais au moins on le sait. J'en viens sur deux autres choses. D'abord, sur les dégâts de grand gibier. Il y a un vrai problème aujourd'hui, notamment de la part des agriculteurs, sur les dégâts de grand gibier, et particulièrement les sangliers, sur les territoires. Et donc, par conséquent, s'il n'y a pas un effort de fait pour prendre en compte de façon extrêmement, d'abord rapide, le problème du développement des sangliers et des dégâts sur les territoires, je crois que là, il ne faudrait pas qu'il y ait 5 autorisations maintenant, à cause de cette agence, qui a 5 autorisations pour obtenir à la fois les dégâts et puis pour avoir des chasses administratives permettant de diminuer le cheptel des sangliers qui ferait ces débats. Le troisième point, c'est sur la gouvernance de l'agence, ou de l'office, pardon. Moi, j'ai le problème avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, où on s'aperçoit que l'État prend sur 40 membres 21 places. Donc il en reste 19 pour tout le monde, y compris si on met les salariés dans le côté non-État, ça fait déjà 2 ou 3 places qui sont prises. Et si vous mettez les agriculteurs, les forestiers, les chasseurs, les pêcheurs, je ne sais qui et d'autres, il va rester 2 places par personne. Et quand vous dites 3 ou 4, je ne vois pas comment mathématiquement vous allez arriver à le mettre, on en parlera, mais je ne sais pas comment vous allez le mettre mathématiquement si ça s'arrête à 40 membres. J'en ai moi en tous les cas l'expérience avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et puis le dernier point, je voudrais juste, enfin c'est un peu compliqué d'expliquer ça, mais expliquer que la chasse c'est aussi un apport, une attractivité économique à travers des tas de chasseurs qui viennent de l'étranger et qui viennent chasser en France. Et je veux bien qu'ils s'habillent tous en gilets jaunes avec des casquettes oranges, fluorescentes, etc. Mais il faut faire quand même aussi un peu attention, notamment dans des battues commerciales qui existent aujourd'hui, et Dieu sait s'il y en a sur le territoire. Il faut quand même faire attention à ce que tout le monde ne soit pas habillé en clown, parce que ça risque de fuser dans les réseaux sociaux. Quand le prince Charles d'Angleterre vient chasser en France, s'il est habillé en clown, ça va partir sur les réseaux sociaux et on passera pour des rigolos. Non, je le dis, c'est une caricature, mais je le dis, il faut faire attention quand même à cette attractivité française sur le niveau de la chasse. Et puis le dernier point sur les fédérations des chasseurs, c'est que vraiment nous, ce que nous souhaitons, c'est que les fédérations départementales jouent un rôle primordial dans la relation avec cet office, parce que sinon on va encore uniformiser sur tout le territoire, et pardon de dire ça, la Sarthe et quelquefois d'autres départements n'ont rien à voir les uns avec les autres au point de vue genre de chasse. Merci, Monsieur Nicolai. Madame la Ministre.
Merci beaucoup. Sur le premier point, pour le timbre grand gibier, encore une fois, ça faisait partie de l'équilibre global de la réforme telle que l'avait souhaité la Fédération nationale. Et j'entends bien qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec la totalité des propositions de la Fédération nationale. Et je ne peux être que d'accord sur le principe, mais en tout cas, ça fait partie de l'équilibre financier tel qu'il a été validé par l'État. Sur la question des sangliers, vous avez raison, ça reste une question extrêmement importante. On l'a vu d'ailleurs, y compris pour d'autres sujets sanitaires de type peste porcine africaine. Il y a beaucoup de propositions dans le rapport Gardou-Perea qu'on va regarder et soumettre à concertation. Les battues restent une compétence des préfets et nous ferons en sorte que, comme vous le dites, il ne faille pas 5 autorisations administratives nouvelles pour que ça puisse se mettre en place. Sur le conseil d'administration, on sait composer un conseil de 30 à 40 membres avec une majorité État, y compris personnalité qualifiée, et 3 à 4 chasseurs. Ça fait partie des déséquilibres à trouver, mais on sait le faire. C'est pas extrêmement facile, mais c'est possible. Et c'est quand même normal que l'État, ça reste un établissement public administratif avec beaucoup de compétences régaliennes, garde la majorité. Sur les normes de sécurité, j'entends votre point, mais on a aussi un besoin d'équilibre à trouver sur la sécurité, la baisse du nombre d'accidents et un certain nombre de bonnes pratiques de sécurité qui existent dans des fédérations départementales pourraient être généralisées. De toute façon, cet arrêté sera pris après concertation avec la Fédération nationale. Et je vous rejoins tout à fait sur le lien avec les fédérations départementales. Il ne faudrait pas que cette réforme crée un échelon national trop important, ni côté fédération nationale, ni côté office. Nous avons besoin d'avoir un lien direct entre les fédérations départementales et l'office au plan départemental, qui existe aujourd'hui, qui doit exister demain. Et je pense aussi au transfert des données de prélèvement, qui est absolument indispensable et qui doit être fluide à l'échelon départemental. Merci beaucoup. Monsieur Gontard. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre. Moi, je rejoindrai l'ensemble de mes collègues sur la question du financement, bien évidemment, et une certaine crainte quand même quand on voit que dans l'étude d'impact, on parle de 258 millions de contributions des agences de l'eau, et que c'est vrai que cet argent qu'on va ponctionner sur les agences de l'eau, on le ponctionne aussi à la biodiversité, puisque c'est des projets d'assainissement qui ne se feront pas, etc. Sinon, j'avais une question aussi en lien avec ce financement. C'est quand même, on est à budget constant. C'est intéressant du coup de pouvoir regrouper les deux agences et de pouvoir mieux utiliser l'ensemble des effectifs. Mais on voit quand même qu'à budget constant, on a une perte d'emploi régulière. Puisqu'on a perdu 39 emplois en 2018, je crois à peu près l'équivalent en 2017. Et pourtant, on a besoin de présence, et notamment de présence sur le terrain. Et je ferai du coup un parallèle avec le plan loup, sur lequel on a aussi des problèmes de financement avec ce plan loup, et notamment sur les brigades loups qui sont très importantes, et où on a 11 personnes dans ces brigades loups. On a eu l'année dernière un vrai crainte en tout cas qu'elle soit pas pérennisée. On sait que maintenant c'est en contrat d'avenir, mais donc du coup c'est une pérennité à court terme. Et donc savoir s'il y avait avoir un financement spécifique, en tout cas un abondement lié au plan loup, parce que c'est vrai que pour l'instant le financement du plan loup entre le financement de l'ONCFS, on n'arrive pas bien à décerner où va, comment tout ça est financé. Et puis une dernière question sur les zones de chasse, notamment en zone touristique et de grande fréquentation. Est-ce qu'il y a une réflexion sur, en tout cas, des interdictions, notamment les week-ends ou des périodes comme ça, puisqu'on a eu quand même de nombreux accidents très dramatiques, notamment dans mon département. Et donc il y a une vraie question sur ces zones à forte fréquentation. Merci. Merci, Monsieur Gontard. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Gontard, sur les agences de l'eau et le financement, je crois que je ne vais pas pouvoir aller plus loin que ce que je vous ai dit. Il a été décidé dans la période précédente que les agences de l'eau contribuent au financement de l'AFB. Ceci n'est pas remis en cause, mais encore une fois, mon ministère portera une position dans laquelle il n'y a pas de raison que le financement complémentaire se fasse au détriment des moyens d'intervention des agences de l'eau. Sur le budget de l'établissement, nous respectons la norme de dépenses et donc ces deux établissements fusionnés ne sont pas exemptés du schéma d'emploi. La fusion, c'est-à-dire la réduction régulière des effectifs à hauteur de 2%, la fusion doit permettre des gains d'efficacité dans les fonctions support, en particulier en mutualisant un certain nombre de fonctions pour un établissement qui va être d'une taille significative puisqu'il va être autour de 2800 agents environ.
2800 ou 3000 d'ailleurs, je ne suis pas trop sûre du chiffre. 2700, pardon, 2700 agents. Donc en tout cas pendant les premières années, je pense qu'on saura absorber la réduction naturelle des effectifs à travers les gains naturels de rapprochement de fonctions, notamment de fonctions support. La brigade loup, elle, est bien intégrée à l'OFB et dans les conditions que vous avez mentionnées, c'est-à-dire pérennisée au moins à court, moyen terme. Sur la chasse en zone touristique, je vous avoue qu'on ne s'est pas posé de questions spécifiques là-dessus, mais on pourrait. Et donc si vous avez des points sur lesquels vous pensez qu'on pourrait faire mieux, ça pourrait par exemple être intégré dans les bonnes pratiques en visant les zones touristiques France entière, mais en tout cas c'est effectivement une question importante et donc à votre disposition sur le sujet. Merci beaucoup. Madame Préville. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, alors je vais moi aussi insister sur les besoins que nous avons sur les territoires menés par les communes et les communautés de communes au sujet des réseaux d'assainissement et de la rénovation sur les réseaux. Cela a un impact extrêmement important, plus que significatif, sur la biodiversité. Et donc, comme mes collègues, que l'eau paye l'eau et ne pas remettre en cause ce qui est le consentement sur ces contributions-là. Et après, une autre question sur, vous avez, c'est une bonne idée, la chasse adaptative, en quelque sorte, peut-être une gestion au fil de l'eau, comme ça, entre constat et effectivité. Quelle va être la réactivité en temps? Et quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre? Quelles seront la publicité qui sera faite de ces choses-là? Et quels sont les canaux qui seront utilisés pour faire en sorte que cette gestion adaptative de la chasse puisse se mettre en œuvre? Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Sénatrice. Sur l'assainissement, en fait, ce sujet a été très longuement traité dans la première phase des Assises de l'eau, comme vous le savez, qui a intégré dans le 11e programme 1,5 milliard fléchés sur les territoires ruraux pour financer l'assainissement. Et puis par ailleurs, on a 2 milliards d'euros de prêts de longue durée de la Caisse des dépôts, là aussi pour financer l'assainissement. Donc ce sujet n'est évidemment pas traité par ce texte, mais la première phase des Assises a permis de dégager 3-4 priorités en matière d'assainissement et de regrouper les financements sur ces priorités, à la fois les financements directs des agences de l'eau et les financements indirects de la Caisse des dépôts et d'ailleurs de la Banque des territoires, avec des prêts qui peuvent aller sur une durée très longue puisque ce système de prêt est prévu jusqu'à 60 ans. Sur la réactivité de la gestion adaptative, c'est un peu tôt pour être capable de répondre à la question. Ceci est piloté par un comité scientifique qui vient d'être créé, qui a été saisi, comme je vous le disais, sur 3 premières espèces. On espère que les 3 avis seront rendus, en tout cas le premier avant l'été et peut-être les 2 autres aussi. Les avis seront rendus publics, donc ce sera parfaitement transparent. Après, c'est une décision du ministère. Et je pense que la réactivité, elle nous appartient d'une certaine manière. C'est à nous de fixer le tempo et la rapidité des travaux, sachant qu'évidemment, comme ce sont des sujets pas forcément complètement consensuels, ça peut prendre un certain temps au comité pour arriver à une position qui soit un compromis productif. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Mandelli. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais prolonger les propos du Président tout à l'heure sur la question du financement et du manque, entre guillemets, des 40 millions d'euros, qui sont pour l'essentiel dus d'ailleurs à des décisions prises de façon unilatérale par le Président de la République. Donc je n'ose pas imaginer que le financement ne soit pas au rendez-vous dans le cadre des arbitrages, compte tenu de ce processus de décision. Mais si tel était le cas, quel serait le plan B pour faire face à ces manques en termes de financement? Madame la Ministre, on reparle gros sous. D'abord, ce n'est pas tout à fait une décision unilatérale, puisque cette réforme a été souhaitée par les parties prenantes, à commencer par la Fédération nationale de la chasse. Donc, on ne peut pas complètement dire que le Président de la République a décidé un jour de faire évoluer les modalités de financement de la chasse sans aucune concertation. Ensuite, il y a un trou de 30 millions d'euros dans le budget de financement du nouvel établissement. Donc, par définition, on va trouver une réponse à cette question. On ne peut pas laisser un établissement en déficit. On n'est pas du tout en train de préparer une hypothèse dans laquelle l'établissement aurait 30 millions en moins pour fonctionner. Il y aura une réponse que j'espère budgétaire à cette question. Et je suis désolée d'être obligée de répéter que ce sera un sujet PLF 2020 et donc ce sera traité dans ce cadre-là. Mais d'une certaine manière, la taille du trou protège parce que quand il y a 2 millions de trous, on peut toujours dire à l'établissement qu'il peut se débrouiller avec 2 millions en moins, mais 30 millions en moins, ça ne sera matériellement pas possible pour payer les salaires.
Enfin, on peut proposer de boucher un trou de 30 millions avec 25, hein, ça c'est déjà vu. Non, mais je ne veux pas être trop long, je ne veux pas polémiquer, je ne veux pas insister, mais c'est vrai que malheureusement, on a en ce moment des textes qui arrivent sans aucun dispositif financier. Je suis désolé de vous dire, Madame la Ministre, que toujours tout renvoyer en PLF, c'est pas une réponse. Et en plus, quand on voit qu'au moment du PLF à l'Assemblée sur la loi d'orientation mobilité, on a renvoyé, au moment du PLF, tout ce qui concernait la mobilité, les questions de financement de mobilité, on renvoyé sur le projet de loi mobilité. Quand on est en PLF, on renvoie sur des textes spécifiques. Quand on est sur des textes spécifiques, on renvoie sur les PLF. Il y a quand même un vrai problème. Et je voudrais juste vous dire que le débat de savoir si les questions fiscales devaient être uniquement dans les lois de finances, il a été tranché au moment d'une tentative du du gouvernement Fillon en 2011, où effectivement il y a eu une volonté à ce moment-là de réserver les dispositifs financiers et fiscaux aux lois de finances, et ça a été rejeté, ce qui montre bien, à contrario, que rien n'indique que les volets budgétaires, financiers et fiscaux seraient réservés aux lois de finances. Ça, c'est une manière de renvoyer les choses à plus tard, mais la réalité constitutionnelle, c'est absolument pas celle-là, et je tenais à le rappeler. Monsieur Priou. Comme on était situé à Guillaume Chevrolier, à l'extrême gauche, on avait peur d'être occulté. Le président regarde partout, même à l'extrême gauche, monsieur le président. J'ai bien vu, monsieur, bien vu. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, par rapport à la réforme de la chasse portée par le président de la République, l'esprit du projet de loi passé par l'Assemblée nationale semble plus urbain qu'à l'origine. Il y avait notamment, et je n'y voyais aucune malice, du temps de Sébastien Lecornu avait évoqué le mot rural, d'ailleurs, dans ce texte de loi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des choses aussi, je pense, qui ont été un petit peu restreintes, comme le périmètre, notamment de la gestion adaptative, vous en avez parlé, mais pour des espèces comme le cormorant, qui est un vrai problème économique, pas pour le monde de la chasse, mais pour la pisciculture, qui est quand même une activité économique importante. Et puis, comme le disait Rémy Pointreau, je crois, je vais utiliser un terme techno, mais qui est beaucoup dans les textes, la vision globale. Je pense que la vision globale de ce texte ne doit pas s'arrêter au territoire de chasse. Je prends l'exemple d'une commune de mon département où une association environnementale anti-chasse, et c'est son droit, a pu acquérir quelques dizaines d'hectares, qui refuse forcément toute activité cynégétique. Vous voyez bien un peu l'ambiance qui peut régner, notamment avec les agriculteurs, par rapport au sanglier, qui était là aussi une espèce très, très présente. Et puis traiter, je le dis, puisque comparaison vaut pas raison, mais on a évoqué les violences, notamment urbaines, avec la loi anti-casseurs, avant que n'arrive l'irréparable, le délit d'entrave, parce que je pense que, hélas, de part ou d'autre d'ailleurs, un jour ou l'autre, on pourrait avoir des victimes. Et ça serait très dommageable. Merci, monsieur Priou. Madame la ministre. Merci. Mon sentiment n'est pas que ce texte est devenu plus urbain versus plus rural, mais s'il y a des points sur lesquels vous pensez qu'il y a besoin d'améliorer le texte, discutons-en. Il me semble d'ailleurs dans mon propos liminaire et dans mes réponses avoir reparlé de police de la ruralité. Donc l'idée est bien d'ancrer ce texte et les pratiques de chasse et le nouvel établissement dans les territoires, y compris ruraux. Donc pas d'intention particulière du gouvernement en la matière. Et ça me permet de saluer l'action de Sébastien Lecornu qui avait démarré le travail à la fois sur la réforme et sur le texte. Sur le cormoran, on est bien conscient des difficultés qu'il pose. La question est ouverte de savoir si cette espèce ou ce type d'espèce seront soumises ou pas à gestion adaptative, mais en tout cas, on est bien dans l'idée de continuer à endiguer les dégâts que l'espèce peut causer. Et sur le troisième point, pardon, c'était quoi la question? Oui. Non, il y avait le problème des territoires de chasse et non-chasse. Il suffit qu'on ne veuille pas, et c'est le droit des gens, chasser. Quand on a le problème du sanglier, comment fait-on? Il y a tout le processus de battu administratif, mais c'est assez long, ça peut être contesté aussi. Et c'est un sujet qui revient de plus en plus fréquemment. Mais on en parlait tout à l'heure, effectivement. Je pense que c'est important de maintenir le droit d'organiser des battues administratives sous l'égide du préfet. Et si on a besoin d'améliorer les choses en la matière, on le fera. Et puis quant au délit d'entrave, il y a bien une PPL
En général, sur les délits d'entrave à des libertés, à des événements et activités légales. Et c'est plutôt, je pense, dans le cadre de cette PPL qu'on pourrait imaginer traiter le délit d'entrave à la chasse comme à d'autres activités légales. Merci beaucoup. Monsieur Berry-Débat. Oui, merci Monsieur le Président. Beaucoup de questions ont été posées, que j'aurais moi-même posées, et vous y avez répondu, Madame la Ministre, mais vos réponses ne me satisfont point. Dont je voudrais... il y a 3 points de vigilance que je voudrais évoquer. Le premier concerne le financement. Vous avez été longuement interrogé là-dessus, mais les réponses que vous faites ne nous convainquent pas, notamment sur les 30 millions d'euros qu'il faudra trouver. J'espère qu'effectivement, ce ne sera pas dans le fonctionnement des agences de l'eau, et nous serons très très attentifs là-dessus. J'ai quelques doutes sur la fin du financement, sur la solution qui sera trouvée, dont nous serons très très vigilants là-dessus. Le deuxième point, c'est sur point de vigilance, c'est exactement sur la gouvernance de l'office. Vous ne voulez ni de pourcentage ni de nombre en disant que c'est particulièrement difficile par rapport aux demandes qui pourraient être faites par d'autres personnes. Pour garantir quand même une présence du monde de la chasse dans le conseil d'administration, il faudra bien trouver ou un nombre minimum ou un pourcentage minimum. Là aussi, nous serons vigilants. Et le dernier point, vous y avez répondu, mais ça ne me satisfait pas, c'est avec la fusion de l'agence et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, nous allons avoir au niveau local, de proximité, des agents qui vont être soumis, puisque quand on fusionne, on mutualise. Il y a une forte interrogation sur les territoires pour savoir s'il y aura le personnel nécessaire pour continuer à faire le travail qui est fait jusqu'à présent par l'Office national de la faune sauvage et de la chasse et de la faune sauvage. Il y a une très forte interrogation. Quand on dit mutualisation, on dit souvent disparition du nombre de personnes, et les interlocuteurs locaux font remonter qu'on aurait besoin de personnel supplémentaire. Voilà. Merci Monsieur Berry-Débat. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Je pense que pour le sujet financement, on ne sera pas forcément totalement d'accord à la fin de cette audition. Je vous redis notre intention de trouver une réponse pérenne, un besoin de financement pérenne de l'établissement qui ne prélève pas de ressources supplémentaires sur les agences de l'eau. Sur la gouvernance, je ne suis pas non plus totalement sûre qu'on va réussir à se convaincre, mais je ne comprendrai pas bien le sens d'un amendement qui viserait à mettre soit un nombre minimal, soit un pourcentage minimal sur une catégorie d'acteurs, même des acteurs extrêmement importants que sont les chasseurs. Si on le fait, d'abord, ce n'est pas du tout législatif. Et ensuite, si on le fait, bien évidemment, chaque catégorie d'acteurs sera amenée à nous dire que si c'est X% ou un nombre minimal pour des chasseurs, alors il faut définir les pêcheurs, alors il faut définir la représentation des comités de bassin. On a eu cette discussion à l'Assemblée nationale pour définir le type de collectivité locale qui devait être représentée, les collectivités de montagne, les collectivités de littoral, etc. On va arriver à une composition écrite totalement dans la loi, alors que ça n'est pas du niveau législatif, et qui mènera à une équation à peu près impossible si on doit définir par pourcentage ou par nombre chacune des catégories. Et si vous démarrez avec une, les autres catégories seront légitimes à dire qu'elles aussi, elles sont importantes, et que donc il faut définir un nombre minimal. Donc l'engagement que je prends est 3 à 4 représentants du monde de la chasse dans ce conseil d'administration entre 30 et 40 membres. C'est un engagement formel pris par le gouvernement. Et il me semble que ça n'est pas de nature d'une écriture législative. Ensuite, sur les agents, je voudrais vraiment vous rassurer. Les 2 établissements fusionnent. Ils sont, comme pour tous les établissements de l'État, soumis à une petite baisse des agents chaque année. Cette baisse sera intégrée dans l'organisation de l'établissement. La mutualisation, elle est plutôt nationale.
C'est-à-dire, c'est plutôt les équipes support nationales qui ont qui ont comme objectif de fusionner, donc potentiellement de pouvoir redonner un peu de marge de manœuvre à l'établissement. On est très conscient du fait que l'établissement doit être présent sur le terrain, que c'est là qu'est sa valeur ajoutée. Et donc, au contraire, au lieu d'avoir deux équipes qui devenaient de plus en plus petites, certaines en perdant la masse critique, on aura des équipes fusionnées qui devraient garder la masse critique. Donc, c'est bien notre objectif. Merci beaucoup. Madame Perrault. Merci, Président. Madame la Ministre, vous avez parlé de sécurité et d'accompagnement des jeunes. Je pense que dans chaque département, il y a des écoles de permis de chasser, mais je vous invite à venir visiter celle de mon département. Nous avons mis en place un site où le jeune se retrouve dans toutes les situations qu'il peut rencontrer en chassant, et donc nous avons une très belle école de permis de chasser. Donc c'est 150 km de Paris, vous pouvez y venir sans problème et vous aurez vraiment une vue importante sur ce que l'on pense et ce que l'on met en place pour la sécurité des jeunes chasseurs. Merci. Je ne sais pas si ça appelle une réponse de la ministre, qui a quand même dit avec plaisir quand elle a entendu votre invitation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je viendrai. Très bien. Monsieur Houllegatte. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous n'avez pas répondu sur les pouvoirs élargis, notamment de police judiciaire des agents de l'environnement. Vous savez que les trafics d'espèces protégées se développent, notamment en ce qui concerne le chardonneret élégant, donc qui fait l'objet d'un fort trafic. Donc, il semble que les inspecteurs de l'environnement ne sont pas à l'heure actuelle habilités à effectuer donc des enquêtes judiciaires, notamment sur réquisition du procureur de la République. Alors, dans ces pouvoirs de police, qu'est-ce qu'il est prévu? Est-ce qu'il est prévu donc un élargissement des missions donc de ces inspecteurs de l'environnement? Merci, Madame la Ministre. Oui, merci. Donc, il est bien prévu un élargissement des missions en matière de police judiciaire des agents spécialisés. Donc, les dispositions déjà introduites leur permettent de requérir de toute administration ou de tout établissement public ou privé des informations susceptibles d'intéresser leur enquête et de recueillir un expert dans les conditions prévues au Code de procédure pénale, d'améliorer la gestion des biens saisis dans le cadre des enquêtes, d'assurer le suivi des mesures alternatives aux poursuites décidées par le procureur de la République et d'avoir accès à des informations utiles pour leur mission du type fichier des immatriculations. Par ailleurs, de nouvelles procédures entrent tout juste en vigueur dans le cadre de la loi justice qui a été adoptée le 23 mars. Possibilité d'une co-saisine par le procureur des inspecteurs de l'environnement et des OPJ de la gendarmerie lorsqu'une enquête mérite un pouvoir de coercition. Et la possibilité de délivrer une citation à comparaître et de mettre en œuvre une composition pénale sous le contrôle du procureur de la République. Donc tout ceci est déjà soit dans la nouvelle loi justice, soit dans le texte qui vous est présenté. Nous avons enfin lancé une mission sur la justice environnementale engagée conjointement par la Chancellerie et par le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui devrait rendre une note intermédiaire sur les prérogatives des inspecteurs de l'environnement pour identifier de potentiels pouvoirs supplémentaires qui doivent être à la fois faciles à mettre en œuvre et qui doivent permettre d'apporter un réel complément par rapport à ce que les inspecteurs peuvent déjà faire de façon autonome. La mission a déjà identifié des évolutions utiles qui feront probablement l'objet d'amendements, mais considère qu'il y aura besoin d'aller plus loin, dans une vision plus systémique pour identifier des prérogatives nouvelles. Donc en gros, on veut aller aussi loin que possible dans ce texte, en donnant le plus de prérogatives possibles à ces agents pour qu'ils puissent être le plus autonomes possible dans leurs enquêtes. La question est de savoir si on leur confère le statut d'OPJ à proprement parler. Et on a une réticence de la Chancellerie d'un côté, du ministère de l'Intérieur de l'autre, qu'il faut qu'on arrive à comprendre parce que de toute façon, compte tenu du nombre d'agents, ils auront besoin de travailler avec leurs collègues de la police ou de la gendarmerie et donc il ne faut pas que ça se retourne contre eux sur le mode maintenant que vous avez toutes les prérogatives possibles, vous n'aurez plus jamais de concours d'autres acteurs. Mais nous cherchons à trouver le bon équilibre pour leur permettre de mener leurs enquêtes dans les meilleures conditions et lutter contre les trafics organisés. Vous parliez du chardonneret, il y a la civelle, enfin il y en a quelques autres qui sont évidemment préoccupants. Merci beaucoup. Dernière prise de parole, Monsieur Boyer. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, près de 20% du territoire français est couvert par 10 parcs nationaux et 53 parcs régionaux. Et chaque parc a bien entendu une charte qui le valide régulièrement. Et ces chartes tiennent en particulier beaucoup comme objectif la préservation de la biodiversité, qui est une des missions essentielles des parcs.
Donc ma question aujourd'hui, elle est quelle représentation des parcs dans, dans ce nouvel Office français de la biodiversité, représentation administrative, mais aussi conditions financières, tout en sachant que les parcs aujourd'hui sont financés, surtout les parcs régionaux, par les conseils régionaux, les conseils départementaux et les communes. Donc est-ce qu'on n'a pas avec l'Office français de la biodiversité une augmentation encore de ce millefeuille que tout le monde veut arrêter et que tout le monde dénonce. Et une dernière question, le président M. Maury tout à l'heure en a parlé, il a parlé de la conférence de Marseille pour 9 millions d'euros. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette mission, sur cet objectif et à quoi vont servir ces 9 millions d'euros? C'est quand même assez considérable. Merci Madame la Ministre. Il y aura Monsieur Bignon aussi qui avait levé la main mais je ne l'avais pas vu et on ne peut pas ne pas lui donner la parole puisque c'est le rapporteur du précédent texte. Mais on va laisser répondre la ministre d'abord, Monsieur Bignon. Bien sûr. On laisse répondre la ministre, ensuite je vous donne la parole. Donc sur les parcs nationaux, vous avez raison, enfin les parcs nationaux d'ailleurs et les parcs régionaux et les gestionnaires d'espaces naturels, vous avez raison, ce sont des acteurs importants. Ils seront représentés dans la gouvernance, notamment à travers le collège des collectivités territoriales, puisque vous l'avez rappelé, ce sont toujours des collectivités qui les créent et qui les portent. Je ne sais plus si on a prévu la présence de gestionnaires d'espaces naturels dans le... Hop. Oui, donc on a prévu qu'ils soient représentés dans le collège 1 en fait. Donc ils sont, les collectivités locales qui seront désignées dans le collège des collectivités locales, ça pourrait avoir un intérêt que ce soit des collectivités locales engagées dans des parcs, mais par ailleurs, les parcs nationaux sont bien prévus dans le collège 1, donc État et assimilés. Sur la question du millefeuille, non, on est plutôt en train de rationaliser. On avait 2 établissements, on les fusionne pour en créer un, donc on ne rajoute aucune complexité. Nous sommes aussi en train d'essayer de clarifier la place de ce nouvel établissement vis-à-vis des agences régionales de la biodiversité, puisque les agences régionales de la biodiversité sont créées en partenariat entre les régions et aujourd'hui la FB et demain le nouvel établissement, justement pour clarifier le rôle d'un côté de ces agences qui sont un partenariat établissement collectivité locale et de l'autre les services déconcentrés, donc plutôt pour essayer de faire en sorte que les compétences soient plus claires après qu'avant. Quant au congrès de l'UICN à Marseille en 2020, on accueille le congrès mondial de la biodiversité. Il est financé par l'UICN elle-même, qui est une association, par l'État qui met en place un bout de la logistique et de la sécurité pour accueillir ce congrès. Enfin, ce congrès se tient tous les 2 ans, tous les 4 ans, je ne sais plus, j'ai un doute. Tous les 4 ans. C'est un moment important de la diplomatie internationale et je ne sais pas quel est le coût de l'accueil du G7 en France, mais j'imagine que les ordres de grandeur ne seront pas complètement différents. Donc c'est une opération ponctuelle et encore une fois, les 9 millions doivent être le budget total sur lequel nous aurons une contribution des collectivités territoriales. Donc c'est fait et je suis allée animer le premier comité de pilotage à Marseille il y a 6 mois et la région, le département, la métropole, etc. Ont donné leur accord pour participer à cette opération qui sera aussi une opération de rayonnement national puisqu'on attend plusieurs milliers de délégués avec des retombées économiques, je pense, significatives sur la ville de Marseille et les environs. Merci. Donc, Monsieur Bignon, qui était, je le rappelais tout à l'heure, le rapporteur du projet de loi de reconquête de la biodiversité, à qui je donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre. 3 points rapides. D'abord, 4. Un premier pour m'excuser. Raison indépendante de ma volonté, je suis arrivé en retard et je n'ai donc pas entendu la ministre. Mais je lirai avec attention le compte-rendu. 3 points rapides. Un sur... vous venez de dire, Madame la ministre, c'est 2 établissements qu'on fusionne. C'est vrai, mais il y en a un qui est quand même fusionné depuis pas très longtemps. Donc c'est quand même une fusion particulière qu'on fait, puisque même si à marche forcée, tous les fonctionnaires qui sont occupés de la fusion, de la réalisation de la fusion qui s'est fait dans des bonnes conditions de l'ONEMA et de l'Agence des aires marines protégées, c'est encore quand même un peu adolescent. Voilà, pour dire les choses... Ça, c'est un premier point. Donc, il faut rajouter, et moi, je m'en réjouis, hein, l'établissement au NCFS, mais ça n'est pas un élément de simplification de l'organisation du deuxième point que je voulais évoquer, celui de la gouvernance. J'ai présidé le Conservatoire du littoral, j'ai présidé l'Agence des aires marines protégées, je suis au conseil d'administration de l'AFB. La gouvernance, c'est un vrai problème dans les établissements publics de l'État, parce qu'on a transformé les conseils d'administration
en organe de discussion, et alors que c'est un organe de décision. Et je partage l'idée que quand un conseil d'administration comme celui de l'AFB dure 7 heures, en montre en main, vous commencez à 10 heures le matin, ça se termine à 5 heures de l'après-midi, avec une pause de 20 minutes pour déjeuner. Ben, c'est pas de la bonne gouvernance. C'est franchement pas de la bonne gouvernance. Aucun de nous ne supporterait que le conseil municipal, que le conseil départemental, que le conseil régional dans lesquels nous avons cédé, ça arrivait. Mais dans des circonstances exceptionnelles. Une commission permanente de conseil général, de conseil départemental, ça dure une matinée, ça dure pas une journée, ça dure pas 7 heures. Bon. Donc on sait ce que c'est qu'une gouvernance qui est mal organisée, qui prend beaucoup de temps, beaucoup de débats, beaucoup de palabres. Et évidemment, quand il y a 50, 80 personnes autour de la table, tout le monde veut parler, c'est assez légitime. Il y en a peu qui viennent simplement pour faire potiche. Donc faut vraiment, c'est un point sur lequel j'attire votre attention. Je comprends que tout le monde ait envie d'y aller. Mais je ferai plus attention à un point, si je peux me permettre cette suggestion, c'est la suppléance. Parce qu'on organise des présences, mais quand la personne qui est désignée n'est pas présente, eh bien, elle n'est pas remplacée. Et c'est un peu dommage, parce que effectivement, si elle ne peut pas être là pour 1000 raisons, quand un parlementaire est désigné dans une association, dans un conseil d'administration, il peut être contraint d'être au Sénat, il peut être contraint d'être dans son département. Je termine, j'ai fait cette suggestion. Deuxième point, dernier point, je ne crois pas que vous en ayez parlé tout à l'heure, mais il y a un point sur lequel je suis très sensible, c'est le problème de l'arrêt du Conseil d'État concernant les zones humides, de la disparition des zones humides. J'ai déposé un amendement qui viendra sur le sujet des zones humides pour rétablir le droit tel qu'il avait été prévu dans la loi à l'origine, que des circulaires et des arrêtés divers et variés avaient perturbé. Aujourd'hui, il faut d'urgence rétablir le droit positif tel qu'il avait été voulu par le législateur de 92 pour faire en sorte que les zones humides cessent de disparaître. Ça va dans le sens de la bonne gouvernance climatique que nous attendons tous. Et je voulais savoir votre point de vue là-dessus. Merci, Monsieur Bignon. Madame la Ministre. Merci beaucoup. Sur le premier point, sur le fait que l'AFB est un établissement jeune, bien évidemment, et vous avez très fortement contribué à créer cet établissement. Et c'est sûr qu'il faut qu'on fasse attention à tous les personnels et à la nouvelle organisation dans cette nouvelle opération de regroupement. Néanmoins, je crois quand même qu'on a une opportunité presque historique de faire ce rapprochement. Et c'est vraiment dans le travail de la préfiguration que doit se traiter le bon accompagnement des agents, des équipes de direction, des agents sur le terrain pour que l'établissement puisse naître dans les meilleures conditions possibles. Je veux vraiment vous dire l'importance qu'on y attache. Je le disais dans mon introduction, je préside moi-même les comités de pilotage, on en a fait 2 pour l'instant, pour montrer l'importance que le ministère et l'équipe attachent à cette préfiguration. Après, tout ne sera pas réglé au 1er janvier 2020, c'est bien évident, mais on aura la dynamique et je pense des équipes de direction qui sont assez partantes et pas mal de travail déjà fait, non seulement avec les organisations syndicales, mais avec les agents eux-mêmes. Sur le deuxième point, je vous remercie parce que c'est vrai que la difficulté qu'on a est d'arriver à contenir ce conseil d'administration à une taille raisonnable. Donc c'est pour ça qu'on reste entre 30 et 40 membres. Parce que sinon, un conseil d'administration à 70, à 80, c'est plus un conseil d'administration. Vous avez raison, un conseil d'administration, c'est l'endroit qui prend des décisions, qui engage la gestion de l'établissement. Il y aura par ailleurs un comité d'orientation avec toutes les parties prenantes. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à garder un conseil relativement resserré. La suppléance, on la prévoira par décret. Enfin, sur les zones humides, ça me donne l'occasion de saluer le travail que vous avez fait avec Madame Frédérique Tuffnel. On a eu l'occasion d'en discuter et vous l'avez présenté lors du dernier comité de pilotage des assises de l'eau. Je crois savoir que vous remettez votre rapport prochainement au Premier ministre. Et je pense que c'est une excellente occasion d'intégrer la question législative que vous posez, parce que je crois qu'il n'y avait pas d'intention de déliter la définition juridique de ces zones, mais à partir du moment où on a une interrogation sérieuse, moi j'accueille avec beaucoup d'intérêt et très positivement l'idée d'un amendement dans ce texte qui sera à mon avis un bon vecteur pour traiter cette question.
Voilà pour cette audition qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat. Vous l'avez vu, les sénateurs pointent du doigt le problème du financement de cet Office français de la biodiversité. Il manque en effet 40 millions d'euros et cela est notamment dû au fait que le permis de chasse est baissé de 400 à 200 euros. Les sénateurs craignent que l'État fasse appel aux finances de l'Agence de l'eau pour combler ce trou de 40 millions d'euros. Vous l'avez vu, eh bien, la ministre, la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon s'est montrée extrêmement floue dans ses réponses. Elle a largement dit que l'on verrait ces problèmes au moment de l'examen du projet de loi de finances. Des explications qui ont été jugées largement insatisfaisantes par les sénateurs. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.